Bonjour tout le monde, je m'appelle Émilie Lessard-Mercier, je suis candidate au doctorat en relations industrielles à l'Université Laval et je vais vous présenter une petite partie de ce que je travaille dans le cadre de ma thèse de doctorat qui s'intitule Mobilisation dans le secteur des services de garde à l'enfance au Québec. Je vais travailler particulièrement sur le cas des grèves des mobilisations de 2021. Donc, d'abord, quelques mots sur le portrait du réseau des services de garde à l'enfance au Québec. Les services de garde à l'enfance sont divisés en plusieurs secteurs d'activité. Il existe différents types de garde d'enfants, dont certains sont subventionnés par le gouvernement québécois et d'autres relèvent uniquement du secteur privé. Donc, on peut diviser les services de garde à l'enfance en 4 catégories que vous voyez, je ne sais pas si assez clairement, probablement, à l'écran. Donc, d'abord, on a les CPE, les centres de la petite enfance, qui sont des organismes sans but lucratif ou des coopératives qui détiennent un permis d'opération du ministère de la Famille. Les garderies subventionnées et les garderies non subventionnées relèvent directement du secteur privé à but lucratif et détiennent aussi un permis octroyé par le ministère de la Famille. Et finalement, les responsables en service de garde éducatif en milieu familial, c'est des travailleuses autonomes qui ont une reconnaissance d'un bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial. Elles sont majoritairement subventionnées, mais il y a encore une très petite partie qu'on peut voir ici, les 785 places non subventionnées, qui techniquement devraient disparaître d'ici 2026, selon les modifications récentes à la loi. Donc, les CPE, les garderies subventionnées et les RSGE subventionnés offrent des places à contribution réduite aux parents. Donc, en 2024, les parents doivent payer 9,10 $ par jour par enfant pour la fréquentation du service de garde et ce montant est indexé annuellement. Donc, les garderies, les RSGE non subventionnés, pour leur part, offrent des places en service de garde à un coût qui est fixé à leur discrétion et les parents peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt par la suite, remboursant une partie des frais de garde. Donc, on constate qu'environ le tiers des enfants inscrits dans un service de garde éducatif et dans un CPE, et à peine le quart des enfants sont dans des garderies en milieu familial subventionné, ce qui fait en sorte que plus de 40 % des enfants fréquentent des garderies privées, qu'elles soient subventionnées ou non. Et finalement, la pénurie de places en garderie, qui est criante en ce moment au Québec, fait en sorte qu'au 31 mai 2024, il y avait 34 055 enfants qui étaient en attente d'une place immédiatement dans un service de garde éducatif à l'enfance au Québec. Ça veut dire que ça exclut les enfants qui, par exemple, étaient en attente d'une place dans un mois, dans 2 mois ou un peu plus tard dans l'année parce que les parents avaient inscrit cette date-là, par exemple. Fait que c'était vraiment une place immédiate au 31 mai. Donc, ces enfants-là n'occupent pas de place dans un service de garde déjà reconnu. Dans le réseau, on ne sera pas surpris d'apprendre que la très, très forte majorité des personnes qui y travaillent sont des femmes, autant dans les postes d'éducation que les postes de soutien et de direction. Là, en fait, vous voyez assez clairement les chiffres. Là, on parle de 98 % des éducatrices qui sont des femmes, de 99,4 % des RSGE qui sont des femmes, autant dire à peu près la totalité. La place où il y a le plus d'hommes, encore une fois, sans grande surprise, c'est dans des postes de gestion des garderies privées. Puis encore là, plus d'hommes, c'est 25 %. C'est pas énorme non plus, parce que même dans les gestionnaires de CPE, on parle de 93 % de femmes. Les CPE sont des organismes sans but lucratif, donc même les postes de direction ne sont pas nécessairement des postes si bien payés que ça. Au niveau de la syndicalisation, à l'échelle du Québec, environ 50 % des CPE, donc du 35 % de services de garde éducatif à l'enfance, sont syndiqués. Et de ce 50 %-là, il y a environ 80 % des travailleuses qui sont syndiquées avec la F3S-CSN, donc la centrale la Confédération des syndicats nationaux, environ un 15 % qui est à la FIPEC-CSQ et 5 % qui sont à la FTQ, divisé en 2 syndicats, le SQUES et les métallos. Le personnel de soutien, ça c'est pour les éducatrices, mais le personnel de soutien suit à peu près la même proportion de syndicalisation. Là, on syndique par établissement le plus souvent. Donc, le personnel de soutien suit
relativement la même logique de syndicalisation. Du côté des garderies privées, on parle d'environ 1,7 des garderies privées subventionnées qui sont syndiquées. La plupart vont être affiliées à la CSN, alors que moins de 1 des travailleuses des garderies non subventionnées vont bénéficier d'une couverture syndicale. Donc, c'est très, très, très marginal. C'est surtout dans les CPE qu'il y a une plus forte syndicalisation et au niveau aussi des RSGE, mais ce n'est pas le propos aujourd'hui. Je ne vais pas m'étendre sur la question des RSGE. Donc, contexte déroulement des événements en 2021. En gros, les conventions collectives sont arrivées à échéance en mars 2020 pour des raisons évidentes. Ça a été remis à plus tard, c'est-à-dire pandémie de COVID-19. Donc, la reprise des négociations s'est faite autour du mois de février 2021 avec le dépôt des offres, des demandes syndicales. Les offres patronales sont arrivées un peu plus tard, notamment les offres à incidence monétaire patronale qui sont arrivées juste au mois de juillet suivant, donc qui ont traîné un peu. Pendant ce temps-là, les moyens de pression du côté syndical ont commencé à s'effectuer. Donc, tranquillement, on avait des moyens de pression comme des manifestations devant l'Assemblée nationale, devant des bureaux de ministres précises. Et devant les offres monétaires qui ont été faites par le gouvernement aux éducatrices au mois de juillet, qui étaient loin d'être satisfaisantes, les syndicats ont commencé à tenir des mandats de grève, à tenir des assemblées, en fait, pour obtenir des mandats de grève qu'ils ont obtenus. Donc, tous les syndicats ont débuté l'automne 2021 avec un mandat de grève en poche. Donc, les grèves ont commencé par journée en septembre, en octobre. Vers la mi-octobre, tous les syndicats avaient tenu au moins une ou deux journées de grève. Et le 14 octobre, le gouvernement a augmenté de manière unilatérale le salaire des éducatrices immédiatement au 14 octobre. Et ça correspondait aux offres monétaires qui avaient déjà été rejetées par les organisations syndicales du mois de juillet 2021. Par la suite, les moyens de pression ont augmenté avec de plus en plus de journées de grève rendues au mois de novembre. Et vers la fin novembre, les syndicats se sont concertés. Les organisations syndicales ont commencé à se concerter pour tenir des journées de grève communes, des journées de grève simultanées, des manifestations communes aussi, vers la fin du mois de novembre. Et encore une fois, devant la latence là, des négociations, les syndicats ont commencé à prendre des votes de grève générale illimitée. Il faut juste mentionner que les CPE syndiqués avec les métallos FTQ avaient entamé une grève générale illimitée à partir de la mi-octobre 2021 et l'ont maintenue jusqu'à la fin. Donc, les autres organisations syndicales ont commencé à prendre des votes de grève générale illimitée qui a débuté le 1er décembre dans le cas de la F3S-CSN et qui était prévu pour commencer pour les autres syndicats le 9 décembre 2021. Une entente de principe a été conclue le 8 décembre, finalement, qui a été assez rapidement entérinée par les différentes instances, y compris les métallos qui étaient toujours en grève générale illimitée jusque-là. Donc, pour analyser la grève de 2021 dans les services de garde à l'enfance, j'utilise certaines adaptations récentes de la théorie des ressources de pouvoir qui vont affiner les concepts fondamentaux de la théorie de Corpy en sous-catégories qui sont le pouvoir structurel, associationnel, institutionnel, idéationnel et le pouvoir de coalition. C'est un cadre qui, à mon avis, constitue un bon point de départ pour examiner les efforts de mobilisation des travailleuses en service de garde, mais la théorie des ressources de pouvoir risque un aveuglement de genre. Ce qui fait en sorte qu'une analyse complète du secteur des services de garde à l'enfance nécessite l'intégration de critiques féministes du travail. C'est pourquoi je fais appel à la théorie féministe matérialiste de Daniel Kergoa pour intégrer cette perspective critique féministe à l'intérieur de la théorie des ressources de pouvoir. Et notamment, ça vient ajouter certaines spécificités de la mobilisation dans le secteur du care, du travail de care, du travail de soins au Québec. Et ça met aussi beaucoup en évidence la question de la qualification, de la reconnaissance du statut professionnel des travailleuses dans les services de garde à l'enfance. Donc, je vais essayer de pointer le plus succinctement possible qu'est-ce que
le féminisme matérialiste permet de faire ressortir comme information importante à l'intérieur de chaque ressource de pouvoir identifiée. Donc, au niveau du pouvoir structurel, qui réfère beaucoup à la perturbation de la valorisation du capital, le féminisme matérialiste permet de mettre en évidence la question de la valeur du travail des femmes dans la société et son positionnement dans la structure économique aussi. Ça vient mettre en évidence l'importance du travail de reproduction qui est assumé par les femmes, mais surtout aussi les conséquences de son interruption. Donc, sur les hommes, conséquences sur les hommes et conséquences sur les détenteurs des capitaux également. La portée du travail de care dans la société va donc être souvent visibilisée lors des interruptions de service, précisément. Pour 2021, donc, on a plusieurs exemples là, des journées de grève, des grèves qui ont été maintenues, entre autres. Et je tiens aussi à mettre en lumière la question du paradoxe. Il y a une forme de paradoxe parce que la rupture des services dans le secteur du care retombe le plus souvent sur les femmes. Cette rupture de service-là qu'on cherche à aller faire valoriser, le travail des femmes dans la société, le travail des éducatrices dans ce cas-là en service de garde, fait en sorte que si on interrompt ce service-là, s'il n'y a plus de services disponibles pour garder les enfants, ça va retomber le plus souvent sur les femmes qui vont rester à la maison pour rester avec leurs enfants. Donc, il y a quand même un certain paradoxe là, à mettre en évidence aussi dans ça, puis ça renvoie d'une certaine façon les femmes dans la sphère domestique. Parce qu'on sait que c'est le plus souvent les femmes qui vont assumer ces tâches-là. Au niveau du pouvoir associationnel, ce que ça permet de visibiliser, c'est de montrer en fait de montrer l'importance des associations de groupes de femmes, principalement, et de groupes féministes qui vont souvent s'organiser, que ce soit en non-mixité ou pas, et qui sont d'abord à l'origine des premières mobilisations pour l'instauration d'un réseau public de services de garde à l'enfance au Québec. Ça va aussi être visible notamment à travers la présence d'un comité femmes dans une organisation syndicale, comité femmes qui sont d'ailleurs à l'origine des premières préoccupations féministes à l'intérieur des centrales syndicales et directement de l'implication des centrales syndicales et des organisations syndicales dans la mobilisation pour mettre sur pied éventuellement un système de services de garde à l'enfance public. Donc, ces préoccupations-là ont été amenées par notamment la création de comités femmes à l'intérieur des organisations syndicales. On peut aller aussi chercher certains facteurs un peu plus chiffrés, comme le taux de syndicalisation des femmes, taux de présence des femmes à l'intérieur des organisations syndicales aussi. On considère aussi que la question de la qualification va être souvent un butoir au passage du groupe, compris comme une addition d'individus, à un collectif. Collectif qui va se reconnaître comme travailleuse qualifiée et permettre une mobilisation par la suite. Donc, la question de la qualification est très importante dans la possibilité d'activer ce pouvoir associationnel. Il y a plusieurs aussi obstacles à l'activation d'un pouvoir associationnel, notamment le travail du care va souvent être un travail isolé. Donc, il y a peu de contact avec les femmes, entre les femmes, par exemple, qui va nuire à la formation des collectifs. Et on a quelques exemples de la grève de 2021 aussi. Au niveau du pouvoir institutionnel qui réfère à des règles formelles, au Québec, l'introduction d'institutions favorables aux travailleurs a coïncidé avec l'essor de ce qu'on appelle la relation d'emploi standard, qui impliquait littéralement l'absence des femmes sur le marché du travail et surtout le fait qu'elles assumaient un travail de reproduction dans la sphère domestique. Donc, le processus d'accréditation de négociation collective qui a découlé de ces institutionnalisations-là est très mal adapté aux réalités des travailleuses du care, notamment sur la question de l'identification de l'employeur qui peut être beaucoup plus compliquée. Le pouvoir institutionnel du gouvernement, dans le cas de 2021, par exemple, a été utilisé lorsqu'il a unilatéralement augmenté le salaire des éducatrices, par exemple. Et il y a d'autres exemples là, sur lesquels je n'ai pas beaucoup le temps de m'étendre, notamment sur la question de la loi sur l'équité salariale, entre autres. Au niveau du pouvoir idéationnel,
Ça renvoie beaucoup à la perception de la valeur du travail féminin à l'intérieur de la société, de la valeur, parce que la valeur sociale donnée à un travail féminin influence directement sa valeur marchande. Donc, on a une construction de la légitimité des voix des travailleuses du care comme travailleuses compétentes et non comme femmes suivant une vocation, par exemple, ou effectuant un travail de l'amour, comme c'est souvent mentionné. Au niveau du pouvoir de coalition, ce sont des coalitions qui tentent d'avoir une prise sur les rapports sociaux de sexe qui organisent la société et qui vont se faire souvent en collaboration avec des groupes de femmes, avec des groupes féministes et des organisations syndicales qui poursuivent les mêmes objectifs. Je conclus rapidement sur les résultats de la grève. La grève de 2021, j'ai manqué de temps pour donner beaucoup d'exemples sur 2021, mais c'était un peu présent quand même. La grève de 2021 a amené plusieurs gains importants, dont des augmentations salariales décentes, allant de entre 13 et 18 pour les éducatrices, de 8 à 12 pour le personnel de soutien, par exemple. Mais au final, même si cette grève-là a permis d'obtenir certains gains, il y a d'autres enjeux là, sur les congés aussi, les éducatrices en petite enfance demeurent des travailleuses diplômées d'un programme collégial technique parmi les moins bien payés de la province. Et c'est cet arrimage théorique qui est toujours en construction. Donc, commentaires et questions sont bienvenus assurément. Merci beaucoup.